Alors, bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer après ces petits soucis techniques. Voilà, ceux et celles qui font la journée d'études la semaine prochaine savent que voilà, ce sont des contingences qu'il faut anticiper. Donc, j'ai le plaisir d'assurer l'introduction de cette nouvelle séance du séminaire ALMA, et surtout j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, d'accueillir notre invitée, Marie Carlin, qui a très gentiment accepté de faire le trajet depuis Paris pour participer au séminaire, et nous vous en remercions. Marie Carlin, vous êtes conservatrice des bibliothèques, diplômée de l'ENSIB, et vous êtes passée auparavant par l'école des Chartes, où vous avez fait le master technologie numérique appliquée à l'histoire, un master de premier plan qui est vraiment reconnu dans le domaine des humanités numériques en France. Et donc vous aviez le profil idéal pour devenir en 2019 la coordinatrice du Data Lab de la BNF, dont vous allez nous parler ce matin. Alors, je ne vais pas présenter le Data Lab à votre place, je voudrais juste rappeler que c'est un lieu extrêmement dynamique, un lieu novateur, précurseur, qui a été pensé comme un endroit où peuvent échanger le personnel de la BNF et les chercheurs et les chercheuses qui souhaitent travailler sur les données numériques de la BNF. Et donc, par conséquent, c'est un lieu où se confrontent des cultures différentes, celle de la bibliothéconomie, celle du patrimoine, du numérique, un lieu donc où circulent les savoirs professionnels et où peut-être ils se redéfinissent. Donc nous revoilà au cœur de la thématique du séminaire, et j'ai le sentiment, en lisant votre titre, du scan à l'algorithme, diffuser une culture numérique, un titre qui a presque une tournure un peu programmatique, je sais pas, vous allez nous dire. Donc j'ai le sentiment que votre intervention, c'est plus qu'un témoignage, c'est aussi une manière d'offrir des perspectives pour le futur. Je vais me mettre la balle. Merci beaucoup. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très contente d'être là. C'est pas si loin Paris finalement. Et effectivement, oui, ce titre, il reste un titre, il est ce qu'il est, mais effectivement, on est aussi un peu, j'y reviendrai dans l'intervention, mais on est aujourd'hui au 5e anniversaire du service que je dirige, donc le Data Lab. Donc on est aussi dans une forme de bilan et perspective. On s'interroge sur notre futur. Mais avant de vous parler du futur du Data Lab, je vais quand même vous parler de ce que c'est, de ce qu'on fait, d'où on se place, nous, en tant que bibliothécaires. Alors, quand j'utilise le terme bibliothécaire, c'est l'ensemble des personnels de la bibliothèque, hein, depuis le magasinier jusqu'au conservateur, qui sont les rouages d'une institution. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et c'est vrai que la thématique aujourd'hui, la commande plutôt, était un peu de voir comment circulaient les savoirs entre les chercheurs et ces fameux bibliothécaires. À partir d'un exemple concret, qui était donc effectivement le BNF Data Lab. Mais il faut quand même se rendre compte que l'accueil des savants, l'accueil des chercheurs, cette circulation des savoirs entre deux univers professionnels qui parfois se confondent, c'est quelque chose qui est un peu dans l'ADN de la BNF. C'est un établissement particulier, on va un peu y revenir. Mais il est parfois un peu difficile de savoir qui est qui à la BNF. Les grands noms un peu de la BNF, je ne vais pas tous les citer, hein, mais Léopold Denisle, Jean-Noël Jeanneney, gloire à lui, Emmanuel Leroy-Ladurie, que vous connaissez sans doute aussi, jusqu'au président actuel, Gilles Pécou, sont des historiens, donc des chercheurs. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment des bibliothécaires ? Bon, voilà, mais en tout cas, ils sont à la tête de grands établissements qui sont des bibliothèques. Le statut même de conservateur, là je parle pour vraiment des conservateurs, est un peu ambigu aussi, puisque nous sommes personnel scientifique, ce qui signifie qu'on est tenu de produire des savoirs nouveaux. Ça fait partie de nos missions, elles se cumulent avec d'autres, qui sont celles que vous connaissez très bien, collecter, gérer, cataloguer, donner à voir, diffuser.
Mais il y a quand même dans les statuts ce statut de personnel scientifique, ce qui fait que on n'a pas forcément beaucoup de temps d'honorer ce statut-là. C'est souvent le dimanche soir quand on a éclusé toutes les autres tâches qui nous incombent. D'ailleurs, à un moment, à la BNF, en des temps un peu bénis, 6 heures étaient dévolues aux conservateurs pour qu'ils puissent produire de la recherche. Ça a été abrogé. Moi, j'ai pas pu en bénéficier, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous interroge. Et on a encore même certains collègues, pas tous, mais particulièrement dans les fonds spécialisés, qui voudraient faire un plaidoyer pour que le concours de conservateur soit élevé au rang de doctorat. On ne puisse pas se présenter avant d'avoir un doctorat. Donc voilà, statut ambigu, toujours un peu frontière un peu poreuse. Donc ce qui montre qu'il y a cette circulation en fait, et que parfois les missions restent un peu à définir. Alors, on a besoin nous des chercheurs en tant que bibliothécaire, et on en accueille d'ailleurs régulièrement. On n'est pas que nous-mêmes producteurs de savoir, on a aussi besoin des chercheurs. Il y a plusieurs façons de le faire. Et j'en passe à ma deuxième slide parce que... oui, alors voilà, justement. Problème un peu. On a besoin de grands spécialistes sur nos fonds. Et pourquoi? Parce que, je vous le disais, la BNF est un établissement un peu particulier. C'est un peu un ovni dans le monde des bibliothèques, au moins françaises, parce qu'elle est par définition la bibliothèque patrimoniale. Depuis l'instauration du dépôt légal sous François Ier, donc l'ordonnance de Montpellier 1537, il y a une volonté d'universalisme. Alors, c'est pas vrai tout à fait en 1537. Le dépôt légal a une histoire. Vous avez là les différents dépôts légaux avec en face des chiffres faux, puisqu'ils sont tout le temps en train d'évoluer, mais qui vous donnent un peu une idée de la masse documentaire que représente la BNF. Ce dépôt légal a évolué. Il ne considère que ce qui arrive à la BNF par la voie du dépôt légal, donc tout ce qui est de production française, mais il met de côté aussi tout ce qui est dons, accroissement des collections. On a le plus important fonds de manuscrits arméniens à la BNF. On a des codex mexicains. On a un fonds d'écriture arabe absolument gigantesque. On a des langues qui n'existent plus. Il y a plus d'une centaine de langues représentées au département des manuscrits. On a toute la presse arménienne de la diaspora. Enfin, j'en écluse, là. Voilà, mais juste pour dire qu'effectivement, c'est un endroit où il n'y a pas de désherbage. Évidemment, on ne désherbe jamais à la BNF, sauf ce qui rentre par achat. Mais ce qui veut dire qu'il faut aussi une spécialisation de plus en plus grande. Donc, des experts qui, avec cette porosité entre ce que c'est qu'un conservateur-chercheur, un chercheur un peu conservateur, voilà. Alors, en préparant cette intervention, je me suis un peu penchée aussi sur ce qu'avaient fait mes prédécesseurs, enfin pas mes prédécesseurs, mais en tout cas un certain nombre de rapports pour voir quelle était justement l'évolution de ce lien savant-conservateur. Et Prosper Mérimée, lui, a une idée assez claire de la question, puisque au moment où il écrit son rapport, il a été inspecteur des monuments historiques. Et il produit un rapport sur la Bibliothèque nationale en 1834, et dans laquelle il propose une réorganisation de la BNF, de la BN, pardon. La BNF n'existe que depuis 88. Où justement il trouve un peu confondant le fait qu'on attribue les grands départements à des savants. Il faut que je retrouve la phrase exacte. Mais oui, il pense qu'en fait qu'un bon littéraire ne fait pas un bon conservateur. Je pense que l'inverse est vrai. Alors, les expertises dont on a besoin, elles sont évidemment vraies pour les collections dites classiques.
qu'on conserve à la BNF, elles sont d'autant plus vraies pour ce qu'on appelle la masse des collections numériques. Donc, qu'est-ce que c'est que les collections numériques à la BNF? En fait, c'est un ensemble extrêmement hétérogène de choses qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles, si ce n'est qu'elles ne sont plus vraiment matérielles, puisque vous avez tout ce que vous trouvez de numérisé dans Gallica, qui est la grande bibliothèque numérique de la BNF, alors de la BNF et de ses partenaires. Il n'y a pas que la BNF, il y a à peu près 230 partenaires aussi. Mais là, on est sur des collections numérisées, donc du matériel qui est passé à du digital, avec un certain nombre de transformations, et notamment un système d'indexation qui est différent de celui qu'il avait d'origine. On appauvrit énormément les données quand on numérise, et les métadonnées surtout. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'un format intermarque, unimarque à du Dublin Core, donc on réduit énormément les champs. Ce qui crée des biais dans les collections, et puis tout n'est pas numérisé. Souvent, on a des chercheurs qui viennent nous voir en nous disant, mais en pensant que toute la BNF est sur Gallica, c'est loin d'être le cas. Hein. Gallica, c'est seulement 10% des collections. On est très très loin du compte. Vous avez toutes les métadonnées, justement. On considère que les métadonnées, donc ce qui est produit par les bibliothécaires, sont des collections numériques. C'est-à-dire qu'elles ont une portée patrimoniale. Et justement, quand on parlait là d'appauvrissement des métadonnées, on est face à une vraie restriction en fait sur la recherche qu'elles peuvent apporter. Les métadonnées sont extrêmement riches. On a reçu un chercheur il n'y a pas si longtemps que ça qui faisait la prosopographie des sociologues du XXe siècle, donc qui partait d'une liste de 130 personnalités qu'il avait identifiées. Ce qui l'intéressait, c'était de voir qui avait écrit avec qui avait été préfacier, qui avait été traducteur, qui avait été élève, qui avait été directeur d'ouvrage, pour en tirer justement une prosopographie sur le siècle. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut trouver qu'à partir des métadonnées du catalogue, pas sur Gallica. Donc les métadonnées sont une vraie source, et pas seulement pour l'histoire du livre, pas seulement pour l'histoire matérielle, mais là, par exemple, sur un cas très concret, une prosopographie, sur un champ professionnel bien précis. Les archives de l'Internet, qui sont aussi rentrées au dépôt légal en 2006, et qui sont vraiment la phase immergée de l'iceberg dans les collections numériques. La BNF a donc le dépôt légal de l'Internet, c'est-à-dire que, contrairement au reste du dépôt légal, ce ne sont pas les producteurs qui doivent verser à la BNF, mais la BNF qui doit collecter. Donc très concrètement, on a un robot qui passe et qui parse le web français. Alors le web français, il a une définition, il y a 3 critères très précis à respecter, mais qui parse le web français et qui ramène jusqu'à 5 clics en fait, de tous les sites qu'il identifie. Il peut passer plusieurs fois par jour quand il s'agit d'un site qui est très actif comme Le Monde. Il peut passer une fois par an sur des sites qui sont plus statiques. Mais ce qui représente une masse de données absolument considérable et qui est humainement absolument intraitable. C'est-à-dire qu'on est à 60 milliards d'URL et quasiment 2 pétaoctets de données. Donc là, on a un très gros besoin des chercheurs. Parce qu'en fait, nous, en tant que professionnels de l'information, sur ces sources-là, c'est une grosse frustration, on se contente de collecter. On a beaucoup de difficultés à valoriser. On sait conserver, puisqu'on sait quand même conserver aussi des technologies anciennes, on a des émulateurs, on sait conserver, mais on sait assez mal diffuser. Et pour ça, on a vraiment besoin aussi de coporter avec des chercheurs des projets de recherche. Je passe sur tout ce qui est numérique sur support, c'est tout ce qui est DVD, CD, jeux vidéo, où là aussi il y a des problématiques bien particulières et avec lesquelles on est quand même très content de travailler avec les chercheurs pour essayer de contrer des contraintes techniques, de valoriser au mieux les collections.
Alors, qui on accueille autour de ces collections numériques? Alors, pas besoin de faire des humanités numériques pour aller sur Gallica. Gallica, c'est même plutôt à 90% des gens qui vont... en général, beaucoup de généalogistes, des érudits locaux, et puis des chercheurs qui ont juste besoin de télécharger 4-5 textes, parce que leur corpus n'est pas énorme, et que ça leur suffit amplement. Les demandes qu'on reçoit, nous, au Data Lab, et qu'on traite, c'est plutôt des demandes sur des extractions massives. Quand on parle de massif, c'est entre 5000 à plusieurs centaines de milliers de documents. Parce que là, on est sur des méthodologies d'humanité numérique, donc en fait des technologies, des méthodologies plutôt de ce qu'on appelle de lecture distante, c'est-à-dire on ne colle pas à la source, ça ne dispense pas d'en avoir une très très bonne connaissance, mais on essaye de dégager des patterns généraux à partir d'une grande masse de documents. On essaye de voir à travers tout le roman du 19e, quelle est la place des femmes, quels sont les déplacements géographiques, quels sont les noms qui reviennent le plus, est-ce que... voilà. Et ça, c'est des choses qu'on peut extraire à partir de 5 ou 6 romans, mais on n'aura jamais une vue générale si on se contente des canons, en fait. Donc les humanités numériques, c'est ça, et c'est souvent en fait les projets qu'on accueille au Data Lab, ou du moins qu'on accueillait il y a encore quelques années, puisque là, on est rentré dans une autre ère, les humanités numériques. On se demande même si ce n'est pas la mort des humanités numériques, si l'IA n'a pas tué les humanités numériques, on y reviendra. Et donc, c'est des parfaits exemples, en fait, ces gros traitements, ces extractions massives, de la parfaite cohérence, en fait, qui doit y avoir, qui doit exister entre les professionnels donc, de l'information que nous sommes, qui connaissons les sources, qui connaissons leurs biais, qui savons que tout n'est pas sur Gallica, et qu'il faut aller voir dans le catalogue général pour justement compléter le corpus et s'assurer qu'il soit pas bancal. Évidemment, les chercheurs, qui eux problématisent, ont leurs problématiques scientifiques et on est là pour les accompagner à y répondre. Et il y a un troisième invité dans cette dynamique qui est forcément l'expert technique qui doit s'inviter aussi à cette ronde parce que nous ne sommes pas forcément des spécialistes, même si on est des spécialistes des formats, on n'est pas forcément spécialistes des outils qui permettent de travailler au mieux ces sources et encore plus si elles sont massives. Donc nous, la façon dont on a décidé de travailler au Data Lab, c'est ça. C'est-à-dire essayer de trouver un espèce de monstre à 3 têtes qui cumulerait les compétences d'un bibliothécaire au sens large, d'un chercheur et d'un ingénieur. Et le BNF Data Lab, il est né un peu de ce constat. C'est-à-dire qu'en fait, la BNF, c'est ce que je disais au début, la BNF a une culture d'accueil des chercheurs qui remonte à ses origines, pratiquement. Peut-être pas Charles V, mais quoique Charles V partageait sa bibliothèque aussi avec des érudits. Mais... En tout cas, je vais pas me lancer dans une histoire de la BNF, mais on peut y voir quand même une ouverture de plus en plus grande. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Et cette ouverture à l'accueil des chercheurs, elle a son point un peu culminant dans les années 90, quand est montée vraiment la grande bibliothèque François Mitterrand. On sépare aussi des espaces chercheurs, des espaces plus grand public, où on monte des services spécifiques pour les chercheurs qui ne viennent plus dans la salle des catalogues avec un espèce de truc très surplombant. Moi-même, j'ai pas connu cette époque-là, mais je suis dans un département qui est l'héritier en fait de la salle des catalogues. Alors, je sais pas si des gens ont déjà fréquenté la salle des catalogues. C'était très impressionnant, apparemment, avec Monsieur Sequel. Voilà. Je vois qu'effectivement sa réputation, voilà. Et je suis dans son département. C'est tout quand même. Alors, mais qui était extraordinaire et qui est une légende. Qui est une légende. À la BNF, puisque effectivement vous pénétriez comme ça dans la salle des catalogues avec en surplomb, parce qu'il y avait aussi toute une mise en scène du conservateur qui surplombait le public et qui déterminait si vous aviez le droit ou pas de rentrer, et si vous aviez le droit de rentrer, qui allait vous dire
précisément où était votre document. Voilà, enfin bon. Ça fonctionne plus tout à fait comme ça maintenant. Il n'y a plus à montrer patte blanche. Il y a juste à justifier qu'on est en M2, me semble-t-il, pour pouvoir accéder aux espaces de recherche. Donc il y a cette il y a quand même ce courant pour une ouverture un peu plus facilitée, moins justement dans un rapport. Et là aussi, le rapport a évolué. Là, je fais un peu une digression dans ce que je voulais vous dire, mais le rapport bibliothécaire, chercheur ou usager a quand même largement évolué. On n'est plus sur un sachant qui va donner son autorisation, on est dans un professionnel qui va dispenser des services. Donc c'est quand même assez, c'est une évolution qui est à saluer. Et il y a des services, il existe depuis longtemps des services aux chercheurs à la BNF. Il y a ce qu'on appelle les rendez-vous côte à côte. Donc là, vous pouvez interpeller un conservateur et passer 1 heure avec un conservateur sur un projet précis, enfin sujet de recherche précis. Il y a un service qui s'appelle préparer sa thèse à la BNF. Donc là, c'est quelque chose qui dure un peu plus longtemps, qui se prépare sur la plus longue durée. Il n'existait pas vraiment de guichet pour justement ces demandes un peu particulières autour des humanités numériques. Ce qui fait que on était parfois sur des choses un peu cocasses parce que en fonction de qui on avait rencontré à tel colloque, on avait une porte d'entrée, un guichet d'entrée à la BNF. Si on n'avait pas de chance, on allait plutôt vers le service payant. Enfin, rien n'était vraiment régulé. Et on recevait de plus en plus de demandes comme ça, d'extraction massive, d'outillage des corpus, mais pas de guichet unique. Jusqu'au jour où, effectivement, est arrivée une équipe de recherche qui s'appelait à l'époque Obville, qui était un LABEX, un gros LABEX, qui travaillait sur la littérature française 16e, 20e. Obville veut dire Observatoire de la vie littéraire. Ils étaient assez précurseurs dans tout ce qui était TEI, donc édition savante, mais aussi outillage des corpus, extraction d'entités nommées. Enfin, ils étaient assez précurseurs dans ces technologies-là. Et un jour, ils sont venus voir la BNF en demandant une extraction complète de Gallica, qui, en 2014, donc c'était en 2014, Gallica, c'était déjà 6 millions de documents. Et la BNF a dit oui, parce que Gallica, ce sont des documents qui sont libres de droit, c'était dans le cadre d'un projet de recherche, on ne savait absolument pas comment on allait faire, mais en tout cas, il n'y avait aucune raison de refuser ce type de demande. Déjà, il a fallu revoir le corpus, parce qu'en fait, ils travaillent sur la vie littéraire du 16e au 20e, ils n'ont pas besoin des monnaies et médailles, ils n'ont pas besoin des publicités d'Air France, il y avait effectivement un gros travail à faire sur le corpus, et ça, c'est évidemment le travail des bibliothécaires. Donc là, il y a eu échange, et en tout cas, échange de bons procédés entre les bibliothécaires et les chercheurs. Et ensuite, il y a eu toute la partie technique à mettre en place, qui n'était pas forcément une histoire de taille de tuyau. C'était pas parce qu'on est passé de 6 millions de documents à 130 000. Déjà, quand même quelque chose de très. Parce qu'il leur fallait aussi une qualité d'OCR minimale. Il fallait des textes complets. Il fallait plutôt de l'écriture romanesque. Donc voilà. Donc ça, c'est tout le travail qu'on a eu à faire sur le corpus avec eux. Mais ensuite, il a fallu extraire. Je vous passe un peu les détails qui ne vous intéresseront sans doute pas, mais on a mis 1 an et demi à satisfaire la demande. Ce qui, dans un cadre de recherche où maintenant la recherche est quasiment exclusivement sur projet, qui souvent ne dure que 3 ans, 1 an et demi, c'est pas acceptable. Donc il a fallu qu'on réfléchisse à un guichet unique pour recevoir ce type de demande et une espèce de chaîne de traitement qui permette de satisfaire ce type de demande dans un temps raisonnable. C'est l'origine du Data Lab. On en discutait ce matin dans le tram. Pourquoi le Data Lab est une coordination? Pourquoi je suis coordinatrice et je ne suis pas directrice ou chef de service? Parce que justement, en fait, pour satisfaire à ce type de demande, on se rend compte que ça mobilise, alors peut-être pas l'intégralité des services de la BNF, mais pas loin. Parce qu'il faut se poser la question des droits. Il faut se poser la question du partenariat, donc de la mise en place d'une convention.
Il faut se poser la question de l'extraction. Il faut se poser la question de la constitution du corpus. Il faut se poser la question de la valorisation. Est-ce que la BNF peut récupérer les outils qui ont été produits? Comment on va les intégrer dans le SI? Comment valoriser en fait ce qui va être produit par les chercheurs? Et tout ça, ça demande d'interpeller des collègues dans des directions ou des services au sein d'un établissement qui ne fonctionne qu'en silo. La BNF est un établissement on est 2500, c'est un peu normal aussi qu'on soit un peu siloté, mais c'est parfois très compliqué de faire fonctionner toute cette chaîne ensemble, d'où l'idée d'avoir une coordination. Donc le BNF Data Lab est une coordination d'une 40aine de personnes avec une coordinatrice et des correspondants dans chaque département de collection, mais aussi au service juridique, aussi auprès des collègues qui s'occupent de monter les partenariats, auprès des relations internationales, parce qu'on a beaucoup de projets à l'international. Enfin, voilà. Et ce réseau s'étoffe petit à petit au fur et à mesure des projets. Il nous fallait donc un guichet unique, il nous fallait une coordination, et il nous fallait... Ah, mais oui. Ah, mais depuis tout à l'heure, en fait, il faut me prévenir. Voilà, donc ça, c'est la Dream Team du Data Lab. Voilà, et il nous fallait un laboratoire interne. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, dans la constitution même du corpus, il peut y avoir des choses auxquelles on n'a pas pensé, un certain type d'outillage. Il peut y avoir des choses que les chercheurs produisent qui peuvent être intéressantes pour l'institution. Et donc, il fallait un lieu, un laboratoire qui permette en fait de faire donc converger les 3 compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui permettent aussi de construire. Alors, je m'en explique. Par exemple, quand vous êtes sur Gallica, vous n'avez pas accès à la qualité de l'OCR. Vous avez accès à la qualité de l'OCR document par document. Mais si vous souhaitez extraire l'intégralité de l'humanité, l'intégralité du temps, des collections circonscrites mais conséquentes, vous n'allez pas avoir le taux moyen de l'OCR. Ça, ce sont des choses que vous retrouvez dans le catalogue général. Gallica n'est pas connecté au catalogue général. Donc, il faut écrire des scripts pour aller récupérer les données qui sont dans le catalogue général pour les appliquer aux collections de Gallica. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est quelque chose qu'on a créé, nous, au Data Lab, pour les besoins d'un projet, parce qu'en fait, c'était sur un corpus de presse, et il fallait un OCR minimal de 97%, parce qu'on estime qu'un OCR en dessous de 95% est un mauvais OCR. Donc là, il fallait un très bon OCR, sauf que sur 130 000 exemplaires, on n'avait pas la moyenne. Donc il a fallu qu'on crée ce type d'outil. Donc maintenant, il est disponible. Pareil, ou inversement, un projet qui était porté par une psychiatre qui travaillait sur la notion de douleur psychique et qui s'intéressait justement au moment où la douleur devient en fait... on sépare le concept de douleur en douleur physique et douleur psychique, ce qui n'était pas le cas avant le 19e siècle, le concept était unique. Elle travaillait sur un corpus plutôt littéraire et sur la presse, mais elle n'avait besoin que du concept. Elle n'avait pas besoin de l'intégralité de l'ouvrage. Elle voulait identifier un lemme, donc douloureux, pour avoir les termes de douloureux, douloureuse, douleur, et de voir ce lemme dans son contexte pour voir si on parlait plutôt de douleur physique ou de douleur psychique. Le problème, c'est que quand vous extrayez depuis Gallica, vous ne pouvez extraire que le texte intégral. Donc il aurait fallu qu'elle extrait, qu'elle cherche dans Gallica l'ensemble des occurrences, puis qu'elle extrait les textes intégraux pour ensuite les retravailler, c'était pas possible. Donc on a rédigé un script, là encore, pour lui permettre d'extraire, sous format JSON, le concept, avec 300 signes avant, 300 signes après, ce qui lui a permis de tout mettre dans un tableau et de pouvoir traiter ces données comme ça. Ça, c'est possible parce qu'il y a le Data Lab.
parce qu'il y a un besoin de chercheurs identifié, on n'a pas les outils pour. Par contre, on a les compétences pour les développer et ensuite on prototype et on voit avec le chercheur si ça lui est utile. Et si ça lui est utile, eh ben on le monte à l'échelle et on peut parfois le réintégrer dans nos propres outils. Donc c'est extrêmement important pour nous d'avoir ce guichet unique, ces services, mais aussi un lieu physique dans lequel on peut travailler avec les chercheurs et créer en fait une forme de dynamique. Alors pour ça, on a des lieux physiques, ça c'est extrêmement important. C'était pas prévu au départ. On n'avait pas pensé à matérialiser le Data Lab. C'était à la base juste un service un peu dématérialisé, plutôt d'extraction, avec peut-être des rendez-vous comme ça pour aider à la constitution du corpus, mais on n'avait pas pensé avoir des espaces. Et il se révèle que c'est extrêmement important. Pour avoir des moments d'échange, pour avoir des réunions, pour avoir aussi ce type de manifestation. Alors là, vous avez Benoît de Courson, qui est un chercheur avec qui on travaille énormément, qui a développé un outil qui s'appelle Gallicagram, qui est extrêmement performant, qui est un outil de lexicométrie sur Gallica, qui présente en interne Gallicagram. Donc c'est aussi un laboratoire à destination de l'interne. Ça permet aussi de faire monter en compétence les collègues sur des outils qui nous semblent utiles, qu'on peut présenter en service public. Voilà. C'est-à-dire que pour nous, c'est un outil qui est performant, qui répond à des besoins. Et donc, quand on est posté en service public, ce qui nous arrive souvent, de pouvoir renvoyer à ce type d'outils, c'est quand même important. Donc, c'est important de les connaître. Donc, on a beaucoup de présentations d'outils. On a beaucoup de formations aussi. Alors, parfois, les deux sont un peu mélangés, mais par exemple, on a eu énormément de formations sur l'HTR, donc la transcription automatique des écritures manuscrites, parce qu'on a accueilli énormément de projets là-dessus. Et donc les chercheurs venaient dispenser des formations, soit auprès de nos collègues des manuscrits, soit auprès d'autres chercheurs. Et un autre type d'événement aussi qu'on aime beaucoup organiser, c'est tout ce qui se finit en tons. Les datatons, les hackathons, les éditatons. J'ai jamais très très bien compris la différence entre tous ces termes, mais en tout cas ça permet autour d'une collection et d'un questionnement scientifique d'avoir des compétences très différentes dans une même pièce et qui travaillent 3 jours d'affilée. C'est extrêmement efficace, c'est très formateur et ça nous permet, nous, conservateurs, enfin personnel des bibliothèques, d'avoir une connaissance très approfondie d'un fond que parfois on maîtrise assez peu. Alors, j'ai essayé d'émailler de façon un peu concrète le parcours que je vous présente. Si vous voulez, on peut rentrer un petit peu plus dans les détails. Et je vais vous présenter un peu une typologie de projet qu'on rencontre au bout de 5 ans d'exercice et qui peuvent être un peu catégorisés de différentes façons. Donc, il y a les projets qui sont surtout basés sur des énormes extractions. On a déjà parlé de l'optique, enfin de l'Opville, pardon, c'est leur ancien nom en fait, ils sont devenus optiques maintenant. Où on est maintenant sur des... Alors, avant, on était sur des projets d'humanité numérique, donc on avait des corpus qui étaient quand même assez ciblés. C'était sur une thématique, sur un fond particulier. Aujourd'hui, on est plutôt face à des projets qui cherchent à entraîner des modèles, qui cherchent à construire des LLM, qui cherchent à... Donc en fait, la qualité des données leur importe peu et surtout leur provenance leur importe peu. Donc là, on est vraiment confronté au même problème qu'il y a une dizaine d'années, mais à une échelle bien plus conséquente. Donc honnêtement, on ne sait pas très très bien comment répondre à ce type de demande. On n'a pas forcément les capacités internes, alors la technique de faire des exports de plusieurs millions de documents. Clairement, ça bouchonne. On n'arrive pas très bien à les extraire.
On a beaucoup de difficultés à leur donner un statut légal à ces extractions parce que quand bien même les données sur Gallica sont libres de droit, l'usage futur, on ne sait pas exactement si elles ne vont pas servir à entraîner des LLM qui deviendront payants. Donc là, on a aussi un problème juridique assez important. Et en même temps, c'est des technologies qui sont extrêmement puissantes. On ne peut pas nier que l'OCR de Mistral est bien meilleur que le nôtre. On ne peut pas nier que l'API de segmentation de Mistral est bien plus puissante que tous les modèles qu'on a pu imaginer. Donc on est un peu à la croisée des chemins là sur ce type de projet, entre satisfaire la demande mais rester dans le cadre légal, rester dans un cadre éthique aussi, que deviennent nos données, enfin voilà, et en même temps de récupérer les outils qui nous permettraient de les traiter et de les valoriser au mieux. Et j'y reviendrai après. Il y a un autre type de projet qui est pour le coup beaucoup plus collaboratif. Voilà, donc j'ai appelé les projets exploratoires, mais qui concernent majoritairement les archives de l'Internet. C'est comme je vous expliquais, là on est face à une masse de données qui n'est pas traitable humainement. Enfin voilà, 60 milliards d'URL, c'est pas du tout envisageable. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est inviter des chercheurs à réfléchir avec nous autour d'une problématique de recherche à des outils futurs. C'est-à-dire que autour d'une problématique de recherche, se frotter aux données, voir ce qu'elles donnent, quels sont les outils qu'on peut construire autour, c'est plutôt intéressant. Et c'est comme ça en fait qu'on avance et que finalement on arrive à cataloguer et on arrive à rendre utile et utilisable ces données. Alors juste pour un exemple qui est plutôt récent, je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement la fermeture des Skyblogs. Voilà, donc Skyrock a fermé sa plateforme de blog récemment et on a fait le versement à la BNF. Donc là, on est sur un fonds, on n'a pas l'intégralité des Skyblogs. Il y avait 33 millions de Skyblogs, on en a récupéré 15 millions. Mais ça a l'avantage d'être un fonds extrêmement structuré et circonscrit. C'est une même plateforme sur un échantillonnage de population quand même assez précis aussi, qui utilise du coup les mêmes technologies. Donc ça permet, c'est un vrai vivier en fait pour propulser des projets de recherche. Il y en a plusieurs en cours en ce moment à la BNF sur les Skyblogs, notamment autour du langage et aussi autour des images. Et là, on a eu récemment un hackathon de 3 jours autour des Skyblogs avec un consortium qui s'appelle Pictor IA, qui est par ailleurs un consortium dans lequel on est impliqué à la BNF. Qui est coordonné par Julien Chu de Nanterre, qui travaille, comme son nom l'indique, en fait, à la reconnaissance automatique des images à travers des LLM, des VLM. Donc, ce qui s'est passé lors de ce hackathon, on avait remarqué qu'il y avait un certain nombre de blogs autour des tracteurs. Voilà. Il y a eu une grosse communauté de gens qui se passionnaient pour les tracteurs. Et donc, fort bien. Donc l'idée a été de se dire, autour de l'écologie, autour de l'agriculture, autour d'un espèce de champ sémantique comme ça, assez large. On a essayé un outil qui s'appelle Panoptic, qui est développé par le CERES, qui est un laboratoire de Sorbonne Université. Et Panoptic, c'est un outil qu'on installe en local et qui fait de la reconnaissance automatique d'images. C'est un outil qui est très puissant, qui fonctionne vraiment bien, qui n'est pas très très facile à installer, mais on s'était dit qu'on allait essayer justement, pourquoi pas, de le tester sur des images de Skyblog. Et ça marche plutôt pas mal. Donc du coup, on l'a installé au Data Lab. Maintenant, on a des corpus sur étagère, on a des formations qui s'organisent autour de Panoptic. Et puis, on va essayer de travailler comme ça petit à petit autour des Skyblogs pour petit à petit dégager des méthodologies
construire des outils, proposer des formations et le cycle continu. Alors ceux-là, je les aime énormément parce que, non pas qu'on ait été trop ambitieux, on n'est jamais trop ambitieux, mais c'est typiquement le genre de projet où les chercheurs sont prêts et pas nous. Bon, vous l'aurez compris, c'est plutôt autour de l'HTR. Parce qu'on a, depuis quelques années, beaucoup de projets autour de l'HTR. On a eu un gros projet autour de l'HTR arménien. On a eu des projets autour du chinois, de l'HTR du chinois, de l'HTR du mandchou. Cette année, on a un gros projet sur l'HTR de l'arabe. Tout ça pour constituer des gros modèles génériques qui sont postés sur Hugging Face, qui sont en open access, vous pouvez y avoir accès. Nous, ce qui nous intéressait en tant qu'institution, c'était bien évidemment de pouvoir récupérer les transcriptions. Parce que vous vous doutez bien que des spécialistes du mandchou, en fait, on n'en a pas énormément, il y en a un. Et a priori, il ne peut pas passer sa journée à faire des transcriptions. Excusez-moi. Et donc là, c'était vraiment gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on avait des chercheurs qui travaillaient avec nous, donc on les aidait à constituer les corpus, on faisait des extractions, on travaillait avec eux sur les systèmes de segmentation. Eux aboutissaient à à la résolution de leurs problèmes de recherche, et nous, on récupérait les transcriptions dans l'idée de pouvoir les intégrer sur Gallica. Donc, l'idée derrière tous ces projets d'HTR, c'était de pouvoir rendre Gallica, enfin les manuscrits présents sur Gallica, aussi interrogeables que les imprimés au CIZ. Ça, c'était le fol espoir qu'on nourrissait il y a 4 ans, et 4 ans plus tard, on n'y est toujours pas. C'est-à-dire que pour l'instant, le DSI, et on a la chance d'avoir un DSI, c'est pas toujours le cas dans les bibliothèques et dans les universités. Enfin, on partage en général avec les universités, dans les bibliothèques universitaires. Nous, on a un vrai DSI. Mais c'est pas l'urgence du DSI. Voilà. Et on ne pourra pas réintégrer ces transcriptions sans que le DSI ait son... Tu peux définir ce que c'est que le DSI. C'est les informaticiens. Et Bernard dans toutes les universités. C'est la... Bien sûr. Oui. Les bibliothèques universitaires sont une composante d'une université, il y en a dans toutes les universités. Oui, la remarque que je m'autorisais, c'est que nous, elle nous est dédiée. On a 150 personnes qui sont dédiées au maintien des 830 applications de la BNF. Ce qui n'est pas le cas dans des BU, en fait. Dans les BU, on partage... Alors, DSI, c'est pour la direction ou département, ça dépend de la catégorie, des systèmes d'information. Donc, ce sont les informaticiens, ceux qui déploient les applications, qui les installent, qui les maintiennent. Et nous, on a effectivement un gros DSI à la BNF qui vraiment... Enfin voilà, c'est assez formidable d'avoir ça. Et on a vraiment besoin d'eux pour justement transformer Gallica en une sorte de bibliothèque numérique cherchable des manuscrits. Mais pour l'instant, on a ces transcriptions qui dorment dans des disques durs ou sur des serveurs, mais qui ne sont toujours pas réintégrées dans Gallica. Et ça viendra. C'est pour ça qu'en fait, on est trop ambitieux. On n'est pas trop ambitieux. Pour l'instant, on accumule. Et un jour, ça passera. Et un jour, on pourra chercher à l'intérieur des manuscrits de Gallica, comme on peut maintenant chercher dans les imprimés. Et ça, c'est alors c'est pas le petit dernier, mais c'est un des projets que j'aime beaucoup présenter parce qu'il est assez exemplaire à mes yeux. Il part de plusieurs chemins, en vérité. Il part d'un projet de recherche qui est porté en interne par une collègue conservatrice. Donc, on peut quand même faire de la recherche en étant conservateur. On arrive à dégager un peu de temps. Qui soutient sa thèse là en avril autour des femmes dans les métiers du cinéma, donc pas celles qu'on voit à l'écran, pas celles qu'on voit au générique, mais toutes les petites mains derrière, donc les couturières, les régisseuses, les monteuses, à supposer qu'elles existent, puisque effectivement elles sont totalement invisibilisées. Donc elle est partie des annuaires professionnels qui sont conservés à la BNF, et elle a commencé à les dépouiller à la main.
là-dessus est arrivé un projet interne de la BNF antérieur qui avait travaillé sur les annuaires et qui avait déployé une technologie de segmentation très fine pour pouvoir extraire les informations au sein des annuaires. Donc on a un peu fusionné les deux projets, enfin en tout cas elle est restée avec sa question scientifique, mais on a outillé son corpus, donc qui était constitué de 5 titres d'annuaires. On y a appliqué la brique logicielle qui avait été développée dans le cadre d'un autre projet autour des annuaires. Ce qui fait que concrètement, en fait, vous lancez un programme, c'est une plateforme qui est tout à fait accessible en ligne, vous pouvez y aller et l'utiliser, elle est stable, elle est libre et gratuite et voilà, elle est utilisable. Ce qui fait que vous rentrez votre annuaire dans cette plateforme, il va l'ossériser s'il n'est pas ossérisé, et il va transformer les données présentes dans l'annuaire en CSV. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un OCR au kilomètre qui ne vous sert à rien, vous allez avoir un tableau avec nom, prénom, adresse, profession. Donc déjà, pour classer et pour essayer de travailler sur qui est une femme, qui est un homme dans cette masse de données, c'est beaucoup plus simple. Et là où c'est assez intéressant ce projet, et ça peut ouvrir à discussion aussi, mais c'était un choix qu'on a fait, sur ces milliers et ces milliers de données, on a décidé de demander de l'aide à Mistral. Donc en fait, on a créé une clé d'API pour aller interroger l'API de Mistral et lui demander de nous produire de la donnée à partir de la donnée qu'on lui donnait. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de déterminer si, par ligne, il s'agissait d'un homme, d'une femme, d'une institution, ou s'il ne savait pas. Donc on a traité comme ça des kilomètres et des kilomètres de données. On a constitué une petite équipe pour contrôler justement ce que faisait Mistral avec nos données. Et il a un taux de réussite de 98,9%. En vérité, il y a 4 erreurs sur l'ensemble de toutes les données. Et ce n'est pas des erreurs dues à Mistral, ou une erreur d'hallucination, d'interprétation, c'est parce qu'il y a une erreur typographique dans la source. Donc, fort de ça, on s'est dit qu'en fait, c'était des pistes à explorer. C'est-à-dire que non, les humanités numériques ne sont pas mortes. Il faut qu'on puisse continuer à avoir des briques logicielles qu'on construit nous-mêmes, qu'on maîtrise, dont on connaît la constitution et qu'on est capable de réparer et de faire évoluer. Et de temps en temps pouvoir s'appuyer sur des technologies qui sont certes beaucoup plus opaques, auxquelles on n'a pas forcément, dont on ne connaît pas les sources, donc on ne connaît pas le fonctionnement. Clairement, les LLM, on ne connaît pas le fonctionnement. Mais quand on obtient des résultats comme ça, c'est plutôt encourageant et ça permet de construire des outils quand même robustes. Et j'en termine un peu avec celui-là, parce que ça fait un peu catalogue, mais c'est l'un des derniers aussi qu'on a recueilli. Et je pense que là, les collègues archivistes vont être un peu plus intéressés peut-être. C'est tout ce qui est don maintenant d'auteurs, d'écrivains. Et c'est le département des manuscrits qui nous a interpellés là-dessus, c'est que eux, de plus en plus, au lieu d'avoir des liasses de papier en don, reçoivent des disques durs, des clés USB, des disquettes. Et ça, on ne sait pas encore bien traiter. Évidemment, mettre sur une étagère, on sait faire. Mais là, on est parti sur un projet, parce que donc, Michel Serres a fait don de l'ensemble de sa production à la BNF, et notamment d'un disque dur. Alors, c'est un disque dur qui dormait depuis plusieurs années sur une étagère, qui a été copié par les ayants droit sur un autre disque dur, et c'est ce disque dur qu'on a récupéré. Plus des clés USB et des disquettes, mais ça, je laisse un peu à part. On s'est rendu compte qu'entre le passage du Mac de Michel Serres des années 2000 au disque dur un peu plus récent aujourd'hui, on a perdu énormément de données. On est incapable de savoir quelles données on a perdues. On sait qu'en fait, il y a une différence de poids. Donc il a fallu repartir sur le disque original, s'assurer qu'on ait une copie complète. Quand on compresse le disque dur, donc il est tout petit, 332 MO, c'est rien. En termes de poids, c'est rien du tout. Quand on compresse, on arrive à 3 gigas. Et quand on décompresse dans les machines virtuelles du Data Lab, on a 1,5 Tera.
Donc il y a des variations de données absolument hallucinantes. On ne comprend pas exactement pourquoi. Et du coup, on ne sait pas exactement ce qu'on récupère et ce qu'on perd. Donc là, ça va être des méthodes d'investigation et des méthodes pas que d'investigation, mais en tout cas des méthodologies à mettre en place qui ressemblent énormément à... c'est pour ça que ça s'appelle computer forensics, parce que ce sont des méthodes de police judiciaire, en fait. Quand les experts judiciaires doivent éplucher un disque dur et amener au tribunal les preuves, il faut qu'ils s'assurent que ce soit exactement la même chose que ce qu'ils ont trouvé à l'état original. Donc là, on va s'inspirer de ça. On va travailler avec des gens dont c'est un peu le métier. Et on va essayer de voir si on conserve tout correctement. Et surtout, comment on peut le valoriser. Parce qu'en vérité, quand on passe comme ça d'un état à un autre, ces données qui disparaissent, quand on ouvre le document, on ne se rend pas compte, en fait. Parce que le document, le Word est là. On arrive à lire le texte. Ce qu'on perd, c'est toutes les métadonnées autour. C'est combien de temps le document est resté ouvert, combien de fois il a été modifié, qu'est-ce qui a été effacé, qu'est-ce qui a été rajouté plus tard, 2 ans plus tard. Et ça, c'est des formes de valorisation qui sont extraordinaires, parce que si on imagine une exposition virtuelle sur le travail de Michel Serres, par exemple, on pourrait dire, voilà toute la généalogie intellectuelle de son travail, parce qu'on sait qu'il y a passé 1 an et demi, qu'il a changé ça, il a rajouté ça, il l'a rouvert 2 ans après, sans doute après le colloque, machin. Enfin, c'est un vrai... ce sont des métadonnées auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais qui sont des sources extraordinaires de valorisation des collections. Donc voilà les prochains chantiers qui nous attendent, en tout cas en termes plus d'archivistique que de bibliothéconomie. Alors pour conclure, maintenant ce qui nous attend, évidemment rester prescripteur de recherche sur les grands enjeux bibliothéconomiques. Bon, ça c'en est un, celui que je viens de vous présenter, qui est plus archivistique que bibliothéconomique, mais tout de même, et il faut qu'on puisse motiver les chercheurs pour travailler avec nous autour de ces grands sujets. Qu'on continue à construire les outils avec les chercheurs, parce que véritablement ça nous fait largement avancer. Et proposer des services qui garantissent la souveraineté des données, c'est un peu ce que je présentais quand je présentais Corpusens, c'est-à-dire que là, on est face à un raz-de-marée de nouvelles méthodologies dont on n'a plus la main. Nous, régulièrement, on accueille des chercheurs au data, surtout de jeunes chercheurs. Mais c'était le cas aussi dans les humanités numériques, où on pensait un peu au bouton magique. Sauf que là, le bouton magique existe vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre un texte, donc on demande à Mistral de sériser, quand on demande à ChatGPT de résumer, quand on demande... on a l'impression que ça marche. Ça marche pas en réalité. Enfin, sur l'OCR, si ça marche, mais pour tout le reste, c'est quand même un peu plus touchy. Et nous, on doit être les garants, en vérité, de la solidité des données qu'on donne peut-être à ces LLM, qui sont extrêmement puissants. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse s'assurer de donner aux chercheurs les données correctes. On reste dans la constitution de corpus, pour que justement ces technologies soient utilisées, non pas à bon escient, mais en tout cas intelligemment et avec le moins d'erreurs possible. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de travailler dans les prochains mois, années. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus, à mon avis, sur des outils type Corpusens, avec des briques logicielles solides, avec un corpus solide et des appels réguliers comme ça à des services extérieurs mais dont on a la maîtrise, et essayer de distiller un peu cette méthodologie-là aux chercheurs qu'on accueille. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. Peut-être prendre le micro pour... Ça marche. Si, ça marche. Ça marche? Oui, ok. Alors, merci beaucoup, Marie. C'était vraiment passionnant. Je pense que ça va nous faire beaucoup réfléchir. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part des collègues des étudiants? Florence, oui.
Bonjour, merci beaucoup, Bonjour. c'était vraiment passionnant. Donc Florence Alibert, je suis conservatrice, enfin anciennement conservatrice et maître de conf aussi. J'ai une question toute basique, mais qui m'a beaucoup intriguée sur ce que vous avez dit juste là dernièrement et puis au cours de vos propos. Lorsque vous utilisez des IA, c'est une question assez naïve, hein, mais est-ce que vous avez, en tant qu'institution française, l'obligation de travailler plutôt avec Mistral, qu'OpenAI, etc. Parce que vous avez mentionné, c'est pour ça que je pose la question en dernier lieu, là, parce que vous avez aussi mentionné ChatGPT. Donc je me demandais si, quand on est donc, à la coordination du Data Lab, on a comme ça une orientation spécifique, soit sur les outils proposés par les grandes maisons d'IA, en fait, ou alors est-ce qu'on est forcément orienté vers une production française, en fait? Est-ce qu'il y a une symbolique derrière tout ça? Est-ce qu'on est libre de contractualiser ce qu'on veut ou pas? Comment on fait, en fait? Oui, c'est une très bonne question. Alors, on n'a pas encore à la BNF d'obligation. Alors, le CNRS, par exemple, hein, là, voilà, a contractualisé avec Mistral. La BNF a, alors pas le Data Lab, mais la BNF a un gros projet avec Mistral. Alors là, il y a une contractualisation, mais parce que on fournit de la donnée. Mistral entraîne un LLM sur du français, et la contrepartie, c'est qu'il nous reverse un OCR corrigé. Donc là, c'est un peu particulier. C'est dans le cadre d'un projet de recherche très circonscrit, voilà. Alors nous, au Data Lab, à plus petite échelle, on a pris Mistral parce qu'effectivement, c'est un LLM français. Alors, le discours de Davos était postérieur à notre choix, mais on a trouvé que finalement Mistral se positionnait quand même de façon plutôt éthique et claire. Maintenant, on n'a pas contractualisé avec eux. C'est une des pistes qu'on pourrait suivre. Mais il n'y a pas que Mistral, il y en a d'autres aussi. Et on n'a pas du tout fait de benchmark pour l'instant. Ouais. Mais je pense que ça va... Enfin, ce qui arrive au CNRS va pas tarder à arriver sur les autres institutions françaises. Et pourquoi pas? Voilà. Enfin. Non, mais merci pour cette vision, parce que c'est une question, en vous écoutant, qui, sans doute, en comparaison avec le CNRS, plus disposant. Oui, alors après, le problème aussi quand on parle d'IA, c'est qu'il y a en vérité beaucoup d'IA. Ça n'existe pas l'IA. Et que sur certains services très spécifiques, peut-être. Au choix. Oui. Et surtout, en fait, en fonction de ce qu'on va donner à ces entreprises, en fait. Là, on était sur des données qui n'étaient pas... Alors si, peut-être de la RGPD pouvait s'appliquer sur les annuaires. Mais pas de droit d'auteur, c'est pas des données... Nous, on n'a pas beaucoup de données très confidentielles, on n'a pas de données médicales, on n'a pas... Voilà. Nous, on a du droit d'auteur et de la RGPD. Donc, on estimait qu'on prenait pas grand risque non plus à leur donner ce type de données, et que finalement, si ça leur permettait d'entraîner un modèle de segmentation très fin, ça pouvait aussi nous servir sur d'autres projets. Parce que par exemple, sur cet annuaire-là, c'était pas très compliqué, les données étaient très structurées, enfin très structurées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de signes particuliers, contrairement au Didot-Botin, où par exemple il y a des signes qui indiquent si la personne a la Croix d'honneur, a la Légion d'honneur, il y a des titres distinctifs. C'est extrêmement compliqué le Didot-Botin. Et on s'est dit que voilà, s'il y avait un LLM entraîné à la segmentation très fine sur ce type d'outils, nous ce serait vraiment formidable, parce que de toute façon ce sont des outils qui ne peuvent pas être lus par un humain, enfin je veux dire à grande échelle. C'est pas du tout fait pour ça et on n'y arriverait pas. Donc voilà, on a fait peser le pour et le contre. Je sais que l'outil a été présenté à Strasbourg, me semble-t-il, et où là, par contre, il y a eu des réactions assez vives dans la salle. Des réactions vives en raison de l'utilisation de l'AI? Oui. Oui, d'un cadre éthique non respecté, de fourniture de données patrimoniales à des grands acteurs privés, mais des choses qu'on peut entendre.
pourquoi pas. Mais effectivement, après, faut pouvoir défendre ce choix-là. Justement, en se disant, bah voilà, on a une prise de risque un peu minimum. Nous, on veut récupérer les outils parce que pour la valorisation de nos collections, eh ben, ils sont devenus un peu indispensables. Et puis, de toute façon, on va se faire dépasser par des usages plus individuels. En fait, là où la BNF, où les grands acteurs voilà, institutionnels, pouvaient justement servir un peu de garant de la qualité des données, de garant de la constitution des corpus, de toute cette construction intellectuelle sur des centaines d'années qui quand même garantissait un peu une assise scientifique, bah, maintenant les usages individuels sur n'importe quel même smartphone en fait vont nous dépasser. Donc c'est aussi un choix par rapport à un positionnement d'assistance à la recherche, quoi. Merci. D'abord, alors je suis Véronique Sarrazin, chercheuse, avec un petit passé de bibliothécaire. Merci pour la présentation de ces différents projets et ma question porte sur cet enjeu de co-construction avec les chercheurs qui est évidemment essentiel et qui implique la rencontre entre justement le projet, l'ambition des chercheurs d'un côté et de l'autre les savoirs professionnels spécifiques et les outils, les compétences des bibliothécaires. Il faut faire comprendre aux chercheurs quelles sont vos compétences et vos outils. Comment est-ce que vous le faites et quels sont les points sur lesquels je dirais que les chercheurs ont le plus de mal à comprendre l'approche spécifique et les savoirs professionnels des bibliothécaires? C'est une vaste question. J'ai envie. Je pense que il y a avec la numérisation et la mise en ligne des catalogues, il y a eu une perte un peu de. Alors, il y a eu une prise d'autonomie des chercheurs qui est à saluer parce que bien évidemment, la salle des catalogues où il fallait passer par José Séquel pour savoir où était son ouvrage, c'est pas un modèle qui était tenable. Donc bien évidemment que la mise en ligne du catalogue, le fait de faire sortir les collections des murs par la numérisation, c'est quelque chose qui était souhaitable. Ça nous a fait perdre le contact avec les chercheurs, qui font que en fait on a essayé quand même de simplifier des processus qui étaient extrêmement complexes, mais pas complexes pour rien. L'Unimark ou l'Intermark, c'est 1 millier de champs. Évidemment, on ne peut pas construire un catalogue en proposant aux utilisateurs 1000 champs qu'ils doivent remplir. C'est pas intelligible, quoi. Donc, on a essayé de garder la complexité tout en appauvrissant les interfaces et en expliquant aux chercheurs qu'il fallait qu'ils se débrouillent tout seuls. Alors, du coup, c'est un peu compliqué. Alors, ce qui fait qu'on a mis en place, quand je dis on, je parle de la BNF, des services plus personnalisés. Donc ces fameux rendez-vous, qu'on dit rendez-vous côte à côte ou rendez-vous en ligne, si ça se passe à distance, préparer sa thèse, mais ça peut pas, réorienter tout le monde vers ces services. Et en fait, ce qui est un peu le drame, c'est pas le drame, mais les gens qui accèdent à ces services, c'est que vraiment ils sont confrontés à une difficulté, ils arrivent à identifier leurs difficultés. Ce qui est sans doute pas le cas de 90% des autres. Et c'est toujours le même serpent de mer, c'est-à-dire que comment s'assurer qu'un chercheur a véritablement les bonnes clés pour constituer son corpus, sans qu'il y ait un bibliothécaire qui, lui, a le savoir, soit derrière. C'est une construction permanente d'amélioration des outils. Alors, il y a aussi, le Data Lab, qui, j'espère aussi, alors là, est plus orienté sur les collections numériques. Donc, c'est encore un peu. Mais ça participe du même principe. La base de toute recherche, c'est le corpus. J'en ai oublié le deuxième aspect de votre question. Quels sont les points sur lesquels je dirais que les chercheurs avaient le plus de mal à comprendre la manière dont travaillent les bibliothécaires et de façon globale? La constitution des corpus, ça reste quand même. Alors souvent, on a, surtout sur les collections numériques, cet adage du je veux tout.
et il est très compliqué de leur faire comprendre que non, il n'y a pas besoin de tout et que. Mais c'est vrai pour les métadonnées aussi, et c'est intéressant pour nous, en miroir, parce que par exemple, alors toujours cette même équipe d'Oakville, qui alors là était plus dans un cadre plus restreint quand même. C'était dans le cadre d'une ERC sur Voltaire et la presse. Donc ils voulaient une extraction de toute la presse 18e et 19e. C'était déjà très très conséquent. Mais bon, ça rentrait dans le projet de recherche. Donc là, il n'y avait pas la constitution du corpus, c'était assez facile à faire. En revanche, quand on les a questionnés sur les métadonnées dont ils avaient besoin, c'est là qu'on a eu on veut tout. Mais non, mais on veut auteur, titre, date. Et nous, ça ne correspond à rien, auteur, titre, date. Quand on est bibliothécaire, c'est date de quoi? Je veux dire, date de réédition, date de première publication, date de naissance de l'auteur. Et un auteur, c'est quoi? C'est l'éditeur, c'est le traducteur, c'est quoi? Donc il a fallu effectivement qu'on rentre comme ça dans des subtilités professionnelles qui sont évidemment pas acquises à des chercheurs qui mais finalement il n'y a pas vraiment de réponse très très satisfaisante à l'interrogation, et je pense que le rapport direct à l'usager, qu'il soit chercheur ou pas d'ailleurs, en fait, en gros, c'est un peu la seule solution vraiment parfaite et satisfaisante qu'on ait trouvée, quand bien même on essaye d'améliorer les outils. Mais alors, à contrario aussi, c'est là que je parle un peu d'effet miroir, c'est que quand effectivement les chercheurs nous précisent leurs besoins, donc on leur indique dans quelle case ils vont les avoir, on se rend compte que les outils qu'on a mis en place ne satisfont pas aux besoins. Je m'en explique. On a des API qui permettent de télécharger le texte intégral de Gallica, les images, et on a une API qui permet de rapatrier les métadonnées. Et bien en fait, ils n'arrivaient pas à utiliser l'API. Parce qu'en fait, ça ne rapatriait pas les champs dont ils avaient besoin. Donc là, il a fallu qu'on retravaille nous. Et du coup, c'était très utile pour améliorer l'API. Et c'est toujours un peu le cercle aussi complexe du bibliothécaire qui réfléchit à des services pour les chercheurs. Et c'est honorable, bien évidemment, mais sans se frotter à la réalité d'un chercheur, parfois on tape à côté. Mais c'est... Voilà. Décidément. Merci pour votre présentation, un peu de patience, Bénédicte. Donc merci, c'était très intéressant. Moi, j'avais une question sur le profil des personnes qui sont dans le Data Lab. Vous avez mentionné une quarantaine de personnes, et vous avez également mentionné le fait que pour mener à bien les projets, il faut à la fois des profils techniques informatiques, des profils bibliothécaires et des profils chercheurs. Donc ce qui m'intéressait, c'était de savoir quel était le profil de ces personnes, d'où elles venaient aussi, et puis peut-être les passages ou les frottements entre différentes formations initiales, différents métiers aussi, parce que j'imagine que vous avez une partie des profils qui sont assez hybrides en fait, entre des bibliothécaires qui aiment les données ou des spécialistes de la donnée qui aiment les bibliothèques. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc je voulais vous entendre sur ces profils et sur le passage en fait entre ces différents métiers. Oui. Alors effectivement, la frontière conservateur-chercheur, elle est parfois un peu poreuse, mais la frontière conservateur-ingénieur, elle peut l'être aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai des collègues, moi, je suis pas très technique. Je comprends quand on me parle, je suis capable d'interagir avec justement un informaticien du fameux DSI, mais je vais pas construire moi-même, je code pas. Mais par contre, je comprends le principe. J'ai des collègues qui sont conservateurs, donc qui sont passés par l'ENSIB, qui ont des profils plutôt SHS, pas forcément très techniques, mais qui, eux, sont des vrais programmeurs. Ils passent leur vie à coder du Python, surtout aux métadonnées et aux archives du web. Ils se sont formés sur le tas, avec une certaine appétence. C'est-à-dire que si on n'a pas d'appétence, je pense que c'est dommage de se faire du mal. Pas insister. Mais c'est vrai que ils sont devenus vraiment très experts, même techniques.
Alors, au Data Lab, donc moi, j'ai un profil SHS, moi j'ai une formation d'historienne, hein, et j'en suis passée par le fameux master de l'école des chartes, à l'époque où il n'y en avait qu'un, maintenant il y en a deux. Et ça m'a évidemment beaucoup aidé, en fait. Une fois de plus, je suis pas technicienne, mais je comprends les systèmes d'information et je suis capable de m'adapter, voilà, à des évolutions techniques. Mais la collègue qui travaille avec moi n'a pas du tout cette formation-là. Elle est bibliothécaire, vacataire. Elle a une formation en bibliothèque, c'est bien de l'ANSSIM, elle a fait le master en alternance, mais elle avait a priori pas du tout de formation technique et elle s'y est mise. Et elle est, tout en étant non technicienne, elle code pas, mais elle est tout à fait capable de prendre en main un CMS, voilà, même de dispenser des formations en IA. Voilà. Donc c'est... Enfin, je sais pas si ça répond exactement à votre question, mais c'est... il faut surtout beaucoup d'appétence. Voilà. C'est sûr que de passer par des formations spécialisées, ça aide énormément. Mais c'est pas un passage obligé. En tout cas, à la BNF, voilà, il y a quand même beaucoup de formations internes aussi, et puis un quotidien qui fait qu'on est très vite embarqué. Après, s'il y a un étudiant qui veut poser une question, C'est vrai que je veux pas faire les questions sont très concentrées. Oui. Alors, j'ai plusieurs questions, mais je voudrais d'abord réhabiliter la salle des catalogues de l'ABN pour dire que c'est pas parce qu'on a des fichiers en face de soi qu'on n'est pas autonome en tant que chercheur. Et je trouve que la binarité, il y a des fichiers, il fallait Joseph, il y a plus de fichiers, on est autonome, c'est pas vrai non plus. Et je voudrais ajouter une chose, il y a des choses qu'on trouve désormais par Gallica, notamment par l'océanisation, et qui étaient impossibles à envisager quand il n'y avait pas Gallica. Inversement, il y a des choses qu'on trouvait par sérendipité via le catalogue, qu'aujourd'hui je serais incapable de trouver par Gallica. Enfin, je trouve que, voilà. D'ailleurs, le catalogue existe toujours. Heureusement. Et, enfin, je veux dire, il est toujours accessible à ma connaissance. Vous parlez du catalogue physique. Physique. Ah oui, les fichiers sont en salle X. Voilà, c'est ça, ils sont toujours accessibles. Et c'est pas la même sur un plan cognitif, c'est pas du tout la même démarche et les deux sont complémentaires. Mais ça, c'est en aparté. Moi, j'avais une question à poser sur le coût donc sur le coût d'entrée du service de Data, c'est-à-dire est-ce que vous faites payer les projets de recherche qui recourent à vos services parallèlement, quels sont vos critères d'éligibilité des projets que vous accompagnez. Donc ça, c'est ma première question. Et après, j'ai une autre question qui porte sur le disque dur qu'on a vu à la fin. Et pour dire que ce type de démarche en génétique des textes, enfin notamment en génétique des textes, ça a été mis en œuvre à l'IMEC. D'ailleurs, on avait eu une intervention dans le séminaire sur ce point-là, notamment sur le fond Derrida, enfin sur le disque dur Derrida. On travaille avec les mêmes chercheurs. Et je voudrais savoir, parce que de fait, là pour le coup, c'est passé par des logiciels de forensique. On va chercher des fichiers qui ont été supprimés par l'auteur. Et donc, il y a quand même des problèmes d'éthique qui me semblent assez considérables et assez peu considérés, au sens où, à partir du moment où on a la technologie, finalement, on fait. Et il me semble qu'il y aurait... est-ce qu'à minima, dans le contrat de dépôt, dans l'acte de don, il est précisé au donateur ou au déposant qu'il va y avoir une exploitation des fichiers qui ont été supprimés sur le disque dur, qui existent toujours et qu'on peut faire réapparaître avec un logiciel de forensique, mais que de fait l'auteur a supprimé.
Alors, la première question, il n'y a pas de coût d'entrée au Data Lab. Le Data Lab, il y a plusieurs modalités d'accès. Il y en a une qui est très simple, c'est une boîte mail. Vous écrivez et on est 3 derrière cette boîte mail et on répond aux questions. Ça va du renvoi vers d'autres services, parce que parfois c'est pas nous, et que s'il y a une recherche catalogue un peu précise à faire d'un fonds qu'on ne maîtrise pas, on renvoie vers les collègues. Donc ça, c'est un premier type de service. Ça peut être un accompagnement plus soutenu. Dans ces cas-là, on rencontre le chercheur et on met en place une méthodologie avec lui, et ça, c'est gratuit. S'il y a des extractions, c'est gratuit. Et les projets qu'on accueille plus particulièrement sont ceux d'un appel à projet annuel qu'on a tous les ans. Où là, il y a une partie service qui est assurée par la BNF, une partie financière qui est assurée par Humanium. Donc là, il y a même une subvention. Les critères d'évaluation, ils sont presque plus temporels finalement qu'autre chose. C'est-à-dire que si on considère, évidemment, il faut que ce soit des projets qui aient trait aux collections numériques de la BNF, avec une méthodologie d'humanité numérique. Ça, c'est un peu le premier critère. Mais on essaie surtout d'estimer si le projet n'est pas trop ambitieux sur une année. Si il va pas y avoir de trop grosses difficultés. Par exemple, l'un des critères excluants, c'est qu'on ne fait pas de numérisation. Parce qu'on n'a pas le temps en un an de faire des numérisations. Cette année, on en a 7 des projets sur 12, donc c'est pas très excluant. C'est même plutôt une année très féconde, parce que d'habitude, on n'en accueille que 4, parce qu'en termes de force interne, on ne peut pas en accueillir beaucoup plus. Mais là, les projets étaient excellents, donc on ne pouvait pas les refuser. Voilà. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, j'ai presque envie de botter en touche, parce que c'est des considérations effectivement éthiques et juridiques qui ne sont pas de ma compétence. Pour moi, quand il y a un contrat de dépôt, c'est au service juridique de donner aux ayants droit l'intégralité de ce qu'on va faire, le détail de ce qu'on va faire de ce qu'ils déposent, et à eux de dire s'ils en sont d'accord ou pas et de mettre des contraintes. Mais là, on est sur un terrain qui, moi, me... Si tant est que le service juridique ait connaissance de ce type de... Mais... Alors, je pense que oui, parce que effectivement, on a travaillé sur le disque dur de Derrida avec l'ITEM. Je pense que c'est des choses auxquelles mes collègues des manuscrits sont quand même à peu près formés. Nous, là, c'est un projet qu'on a accueilli la semaine dernière, qu'on n'a pas instruit en vérité. C'est-à-dire que pour l'instant, on va juste mettre sur des machines virtuelles ce qu'on a, et on va voir avec les chercheurs ce qu'ils arrivent à trouver. La valorisation, c'est plus ma partie, et en même temps, du coup, j'ai beaucoup de mal à me prononcer là-dessus, parce que c'est pas moi qui traite ce dossier. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, c'est nouveau. C'est une toute petite question de curiosité et d'organisation de vos services, puisqu'il me semble qu'en introduction de vos propos, vous disiez que vous posiez des questions sur l'avenir de vos services. Donc, ça m'a interpellée, puisque vous aviez dit avec un brin d'humour, effectivement, que vous demandiez si l'IA tuait les humanités numériques, et que vous posiez la question de l'avenir du Data Lab dans ce contexte. Donc, je ne sais pas si vous êtes autorisé à nous en dire un peu plus, mais je vous avoue que ça m'intrigue, et même si je comprends bien dans le simple point de vue des évolutions techniques, ce que vous avez voulu dire, et vous l'avez tout à fait bien exposé après. Merci. Effectivement, on a 5 ans d'existence, qui est très peu à l'échelle d'un service de la BNF, et qui est en même temps, un peu l'heure d'une forme de bilan. Donc, qui dit bilan dit perspective. Alors bon, ce qu'on n'avait pas anticipé au moment de la création du Data Lab, qui
alors qui est plus ancienne que 2021, c'est l'ouverture, mais en fait c'était issu d'un projet de recherche interne qui est plus ancien, ça s'appelle le projet Corpus. On n'avait pas anticipé ce bond technologique. Et on n'avait pas anticipé la rapidité de prise en main des usages, enfin de cette évolution des usages. Donc forcément, il va falloir qu'on s'y adapte. Maintenant, la question, c'est un peu comment. Alors, moi, j'aime beaucoup ce projet Corpus Sense, voilà, parce que pour moi, il est assez exemplaire. Comment on transforme nos outils sur ce modèle-là? Comment on mobilise, comment on se forme, comment on devient presque autonome, parce que aussi typiquement l'outil est installé dans un labo de recherche, il cherche un hébergement, c'est pas nous, donc il va falloir que ce soit Humanum, j'imagine. Mais donc comment on travaille avec Humanum pour, si on a vraiment envie de s'orienter sur ce type d'outils un peu plus clé en main que ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, on faisait de la robinetterie un peu de luxe, quoi. C'est-à-dire que, oui, il manquait d'avoir un OCR global. On écrit un script et puis on fait un petit outil. Et puis, mais tout ça n'était pas chaîné. Là, l'orientation, ce serait d'avoir des outils un peu plus complets, mais qui donc ont un coût d'hébergement, ont un coût de développement, un coût de maintenance, qui peut pas être forcément fait par la BNF parce que c'est pas nos missions. C'est plus celle d'Humanum. Voilà, du coup, comment réfléchir à toujours des missions de base qui sont celles de l'accueil des chercheurs. Ça ne changera pas. Le fait d'avoir un lab, d'avoir un réseau, d'être un espèce de lieu de sociabilité scientifique. Voilà. Mais comment on rend service et quel type de service, avec ce qui nous arrive là, c'est plutôt vers ça que. Est-ce qu'on met en place des systèmes de RAG un peu à la demande? Mais comment on les développe, comment on les héberge, comment on s'assure aussi que ça fonctionne bien. C'est ce à quoi on est en train de réfléchir. Personne parmi les étudiants. Alors, je passe la parole à Patrice. Justement, là, vous voulez dire un peu à la demande, dans ce type de réflexion que vous évoquez, là, est-ce qu'il y a un aspect de comparaison internationale? Est-ce qu'il y a des modèles un peu, par définition, la BNF est en relation avec les grandes bibliothèques nationales, européennes, etc. Est-ce qu'il y a un peu des modèles nationaux? Parce que quelque part, on peut dire derrière, c'est lié aussi au modèle de SR, d'organisation et de la recherche et de l'enseignement supérieur. Très spécifique en France quand même. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à ce stade de mon réflexion. Alors, je ne sais pas si la réponse va être entièrement satisfaisante, parce qu'il y a énormément de labs qui s'ouvrent, que ce soit des labs français ou à l'international. Maintenant, il y a beaucoup de labs. On a tous une définition un peu différente de ce que c'est qu'un lab, mais ça n'empêche pas les initiatives. Là, il y a un groupe qui s'appelle le GLAM Action Group, GLAM Lab Action Group, pardon, qui s'est monté il y a quelques années et qu'on vient juste d'intégrer. Alors, c'est effectivement un réseau européen, mais aussi extra-européen de labs dans les musées, bibliothèques, archives. C'est beaucoup bibliothèques, qui est une espèce de salle de réflexion justement sur les évolutions, des présentations d'outils. Là, il va y avoir la première rencontre physique organisée en juin à Édimbourg. Voilà, comment on fait converger un peu nos interrogations, les difficultés qu'on rencontre. Est-ce qu'on essaye de... Alors, ils sont constitués maintenant en association, donc ils peuvent... cette entité juridique peut maintenant porter des projets. Donc, est-ce qu'on se fédère pour essayer de porter un projet européen ou à plus petite échelle pour essayer de résoudre certains problèmes? Enfin, voilà. Donc, il y a une structuration quand même qui se met en place. Et là,
alors ça n'a pas encore vraiment eu lieu, donc c'est compliqué d'en parler, mais la semaine prochaine, on se retrouve avec un certain nombre d'acteurs, alors plutôt parisiens, enfin, il y a quand même la BNU de Strasbourg, pour voir comment on peut faire un réseau des labs français. Et justement sur voilà, des thématiques de montée en compétences internes, de problématiques juridiques, par exemple, on a quand même une réflexion à mener sur l'accès aux sources, parce que les archives de l'Internet donc, sont collectées par la BNF, mais ne sont accessibles qu'à la BNF et à la BNU, parce que voilà, le statut particulier de la BNU est dans les BMC. Parce que peut-être que vous savez que les BMC, donc les bibliothèques municipales classées, sont des espèces d'ambassades, enfin le mot est un peu bizarre, mais de la BNF en région. En fait, elles sont issues des confiscations révolutionnaires et donc ont reçu le dépôt légal imprimeur en région, et ce qui fait que juridiquement, ce sont des petites BNF. Donc, on peut consulter les archives de l'Internet dans les BMC. Le problème étant que souvent, alors c'est sur un poste informatique qui est pas forcément très visible, le personnel n'est pas forcément formé. Ça, c'est pas forcément. Et puis, c'est pas là en fait que devraient être installés ces postes-là. Ça devrait être en BU en vérité. Donc, il y a ces problématiques-là de comment on arrive à faire traverser les murs de la BNF ce type de sources qui, bien que numériques, en fait, doivent être enclavées dans des lieux bien précis. Donc voilà. Donc c'est en construction. C'est en construction. Juste sur la question transition écologique, développement durable, etc. Est-ce que, alors je comprends bien que ce n'est pas forcément à l'échelle de votre service, c'est plutôt une question qui se pose à l'échelle de l'établissement, mais est-ce qu'il y a une feuille de route qui est fixée? Enfin, comment est-ce qu'on, par quel bout imaginez-vous prendre les choses? Alors non, on n'a pas. Alors, on a une feuille de route IA à la BNF qui a un volet éthique et aussi environnemental. Alors, les deux se confondent pas, mais je veux dire, voilà, ça quand même, ça existe. Très concrètement, il n'y a pas de véritable manifestation. Alors, ce qu'on fait, nous, au Data Lab, voilà. C'est qu'en général, quand les chercheurs nous demandent tout, on évite de tout donner. On circonscrit, on donne ce dont ils ont besoin. Et on s'est rendu compte aussi que, par exemple, sur l'outil panoptique, dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas besoin des masters en TIFF. Il y a besoin d'une moyenne def, donc de fichiers beaucoup moins lourds, qui demandent beaucoup moins de RAM, qui demandent beaucoup moins d'espace de stockage. Donc c'est amplement suffisant. Donc on est en train d'essayer de tirer des méthodologies pour, certes, ne pas freiner justement l'exploitation et la capacité et la puissance de traitement de ces outils, mais en étant raisonnable et en partant pas à chaque fois du maximum pour finalement avoir le même résultat qu'avec quelque chose de plus de moindre en fait. Là, on a un projet de l'université de Lille autour du portrait gravé. On va y avoir une extraction massive. On est en train justement de voir avec les informaticiens, les ingénieurs de Lille, quel serait le format minimum acceptable. Et on ne livrera que ce qui sera justement le minimum acceptable. Je vais profiter que j'ai le micro pour poser une question à mon tour. Alors, en fait, j'aimerais bien que vous reveniez sur des choses que vous avez dites d'une manière peut-être un peu rapide dans les échanges précédents. Voilà, je pense aux étudiants qui destinent à ces métiers et qui pourraient être intéressés par ce type de poste, de structure. Voilà, on a le Data Lab à la BNF. Vous avez évoqué un lab équivalent à Strasbourg. Vous avez parlé
des bibliothèques qui ont le poste pour accéder aux archives du web. Mais voilà, est-ce que c'est concevable d'avoir des data labs dans d'autres types de bibliothèques? Est-ce que vous pouvez peut-être préciser un peu quel est le paysage en France? Quelles sont les structures, les institutions ou types d'institutions où on peut avoir ce genre de structure? Alors, beaucoup d'institutions patrimoniales. L'INHA a ça. Alors, ça s'appelle pas un lab, ça s'appelle la cellule documentaire, mais ils font à peu près la même chose. Le musée d'Orsay, maintenant, a son lab aussi. Qui d'autre? Enfin, les labs fleurissent parce que c'est finalement des structures assez légères qui mélangent des compétences, permettent d'avoir des créations de postes. Alors, je vais être très prudente dans ce que je dis parce que là, l'heure n'est absolument pas à la création de postes, mais comme ce sont des profils en fait qu'on trouve assez peu, qui doivent être hybrides, un peu techniques, finalement c'est plus facile à défendre comme type de création de poste qu'un poste plus classique de catalogueur ou de voilà. Enfin bon, c'est un peu le sentiment que j'ai depuis ma toute petite fenêtre. Je ne sais pas si. Mais dans les BU, je connais moins de labs dans les BU, mais je n'ai pas non plus une connaissance encyclopédique de tous les labs qui existent, mais il y a beaucoup d'ateliers de la donnée. En fait, là, la problématique, elle n'est pas tant forcément sur les collections que sur la production des chercheurs, en fait. L'open access, le plan de gestion de données, comment les métriques de valorisation de la recherche effectuée au sein de l'université, enfin voilà. Alors après, oui, c'est à peu près ce que je peux en dire. Alors, c'est quand même des profils... c'est des profils qu'on retrouve de plus en plus quand même, et qui sont de plus en plus demandés. Enfin, il n'y a qu'à voir en fait le taux d'employabilité de tous ces masters justement en humanité numérique qui avoisinent les 100% et où voilà, les alumni peuplent les GLAM en général, quoi. Donc c'est quand même aussi des profils assez recherchés, je pense. Mais une fois de plus, qui sont pas, qui nécessitent pas des compétences techniques folles. C'est une appétence, c'est une compréhension globale de comment fonctionne une base de données, de comment fonctionne un LLM, de ce que c'est qu'un script Python, ce que ça permet de faire. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'être le codeur de l'année. Moi, je code pas. Enfin, je codais à un moment très mal et finalement, ça me sert à rien. Après, c'est d'autres qui le font. Et c'est pas forcément vos profils, justement. C'est là où c'est intéressant d'avoir un mélange des compétences. C'est que vous pouvez parler avec le gars qui va coder, mais et lui pourra vous parler aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi toujours un peu un informaticien qui n'a pas un petit background SHS, c'est compliqué de lui faire comprendre quel est véritablement l'objet de ce qu'il va construire, quoi. Donc c'est là où il y a transfert de culture, de compétences, de connaissances, et là où vous êtes, vous, pivot, parce que vous devez pouvoir travailler avec le chercheur et puis l'informaticien et traduire à l'informaticien ce que veut le chercheur. Alors, j'ai envie d'une dernière question. Question peut-être un peu provocante, mais voilà, les méthodes qui sont déployées par les chercheurs et chercheuses et que vous soutenez au Data Lab, donc elles reposent sur, vous l'avez dit, une analyse de corpus assez important, avec des méthodes qui relèvent de la lecture distante. Et je me demandais, est-ce que chez vos collègues de la BNF, les bibliothécaires, conservateurs, parmi les plus conservateurs d'entre eux, est-ce qu'il n'y a pas un peu une réticence à avoir ce poids que prend la lecture distante par rapport à des approches plus traditionnelles, plus classiques du livre, des textes ou des collections en général? Moi, j'ai jamais ressenti cette tension-là, parce que je pense pas qu'une recherche chasse l'autre.
Alors, effectivement, à un moment, ça a été un peu moins vrai, parce que pour décrocher une ANR, il fallait des mots-clés comme humanité numérique. Aujourd'hui, c'est intelligence artificielle. Alors, du coup, ça, effectivement, on a l'impression que ça pousse un peu la recherche plus ciblée, ou qui n'utilise pas ces méthodologies-là. Enfin, ça la met un peu de côté, mais en vérité, moi, j'ai pas ressenti ça avec mes collègues, même les plus conservateurs d'entre eux, parce que par exemple, si on doit prendre un département un peu diva parmi les divas, des manuscrits, où effectivement on est sur une approche très 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 proche, même très matérielle, et c'est l'approche de l'HTR, ils ont été les premiers à monter dans les wagons. En vérité, parce que c'est pareil chez les archivistes pour l'acheter. Oui, mais en même temps, là, on a un projet sur les palimpsestes qui va utiliser des méthodologies aussi d'IA. Ils sont tout à fait preneurs parce qu'il y a aussi des enjeux de. Alors sur les palimpsestes, c'est encore plus compliqué parce que effectivement, ça demande un équipement un peu particulier. C'est un cliché, c'est en vérité 30 clichés qui sont extrêmement lourds. Donc il y a des histoires de stockage, il y a des histoires de compatibilité, il y a voilà. Donc en fait, il n'y a pas alors, des inquiétudes par rapport à une soi-disant incompétence, oui. Ça, on en a eu. C'est-à-dire, j'y comprends rien, c'est pas ma génération, ou ça. Mais en même temps, dès qu'on inclut les collègues dans un projet, quand bien même il peut être, basé effectivement sur des méthodologies d'humanité numérique, ils se rendent bien compte qu'en fait, la connaissance du corpus est indispensable et que la connaissance de comment on constitue le corpus, c'est des compétences à mobiliser. Alors, je vais prendre un exemple. Là, on a un chercheur qui nous a interrogé parce qu'il travaille sur les écrits anarchistes. Donc, il a des documents très identifiés parce que c'est des périodiques, parce que on arrive à retrouver par titre, on arrive à. Et j'en parle à un collègue magasinier qui a une connaissance intime de la BNF, parce que lui, il passe sa vie dans les magasins, donc il sait comment c'est rangé, il sait comment c'est catalogué, la cotation Clément n'a aucun secret pour lui. Je lui en parle, et il me dit... Alors, lui, très réticent au Data Lab, dans un discours toujours un peu... je suis trop vieux, je comprends rien, ça m'est étranger, etc. Je lui parle de ça, et là, il me dit... Ah, mais ça, c'est dans la cotation R. Il a passé une semaine dans les magasins. Quand il avait du temps libre, il passe pas sa vie à faire que ça. Mais il a été me dénicher un certain nombre de matériel volant, d'éphémères, de tracts syndicaux, qui n'apparaissaient pas forcément en tant que tels dans le catalogue, mais que lui savait être là. Et là, je me suis dit, si j'embarque Gilles, j'embarque tout le monde. Parce qu'en fait, cette compétence-là, moi, je l'ai pas. Voilà. Et pour un projet en humanité numérique, on doit s'appuyer sur toutes les compétences. Mais c'est assez compliqué parfois de le faire comprendre aux collègues quand même. Il faut mettre un peu le pied à l'étrier, et là, ils voient tout à fait quelle est leur place, qui est prépondérante en fait. Sans Gilles, on aurait la moitié du corpus. Merci beaucoup. Une question de la part des étudiants dans la salle. Très bien, on va. Merci beaucoup.